Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Quand la vie et la mort se tiennent la main, l'histoire peut alors continuer. Philosopher contre, ou plutôt avec la mort, Delphine Orvilleur la côtoie au quotidien. Elle est rabbin, elle est donc conteur et elle publie aujourd'hui « Vivre avec nos morts », petit traité de consolation chez Grasset. Elle nous rejoindra dans ce studio à partir de 12h55. Mais d'abord, il a dirigé pendant 5 ans le centre chorégraphique de Grenoble. Au printemps, il va rejoindre Paris pour succéder à Didier Deschamps à la tête du Théâtre national de la danse de Chaillot. Le chorégraphe Rachid Ouramdane est notre invité jusqu'à 12h30, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. Nous allons ensemble parler de danse, de ses projets aussi de faire de Chaillot un théâtre de la diversité, parler tout court pour danser et pour vivre jusqu'à 12h30. La grande table. Olivia Gesbert. Mais oui, c'est vrai, Rachid Ouramdane, bonjour. Bonjour. Puisqu'on va parler de la mort dans la deuxième partie de l'émission avec Delphine Orvilleur, et que parler de la mort, c'est forcément parler de la vie, c'est pas vous qui nous direz le contraire. Danser, c'est déjà habiter son corps et le faire vivre jusqu'au bout, non ? Oui, c'est même, je crois, profiter d'un espace de liberté. Et j'ai l'impression que ce qu'on vit aujourd'hui, dans le confinement, ou votre collègue encore qui venait me chercher à l'accueil et qui disait combien de pouvoir venir à la maison de la radio, c'était une vraie expérience de liberté et de bien-être. Je crois que la danse nous ramène toujours à ça, nous ramène toujours à cette prise de conscience et une liberté qui, je crois, s'élargit au travers des œuvres, au travers du contact qu'on a avec certaines œuvres et qui peut-être à chaque fois, au travers de l'imaginaire d'un artiste, nous montre un nouvel espace de liberté. Oui, danser, c'est un élan vital. Alors, comme Alexandre Deneff, qui a pris la direction de l'Opéra de Paris à la rentrée dernière, vous arrivez-vous dans une année assez particulière, une année tempétueuse, des scènes vides, des théâtres fermés, le spectacle vivant qui est à l'arrêt et qui va avoir plus que jamais besoin d'un nouveau souffle. Est-ce que vous avez des poumons larges, vous, le souffle long, Rachid Ouramdane ? En tout cas, on se doit de les avoir larges, ces poumons. Effectivement, la rencontre avec le public est à l'arrêt, mais beaucoup de théâtres sont en réalité en travail. Tout le monde est dans les starting blocks pour pouvoir repartager tout ce qui est travaillé dans beaucoup de maisons. Les protocoles nous permettent de nous réunir, de pouvoir préparer les productions. Et aussi, aujourd'hui, à l'arrêt, effectivement, l'arrêt, on est très freiné, on est très entravé, et je vois beaucoup de gens essayer de trouver des alternatives via le numérique, via des formats qui font que les gestes barrières restent possibles. Donc on amène l'art ailleurs, dans des écoles, dans des zones où finalement les artistes peuvent continuer de s'exprimer. Et oui, en fonction de l'évolution et de la maladie et des protocoles, on verra comment on déploie les ouvertures à venir. Alors vous avez profité de cette période pour écrire, penser ce projet pendant le premier confinement peut-être. Je ne sais pas à quel moment le calendrier s'est mis en place pour prendre cette relève, celle de Didier Deschamps à la tête de Chaillot, pour imaginer ce que vous alliez pouvoir apporter personnellement avec vos équipes à ce théâtre qui a une longue histoire et aussi surtout au public de Chaillot et de ce théâtre national. Oui, vous l'avez dit, c'est un théâtre qui a une grande histoire, des figures de l'histoire des arts vivants l'ont dirigé, ont porté des gestes forts vis-à-vis des publics, des populations. Je pense que c'est évidemment le souci de tout responsable de lieux culturels que d'essayer de partager le plus largement possible l'art qu'il y propose. Et voilà, on a beaucoup parlé du théâtre populaire de Jean Vilar, du théâtre élitaire pour tous d'Antoine Vitez. Et je crois que à chaque moment de la société, il nous faut réactualiser ces notions de popularité. Qu'est-ce qui rend les choses populaires ? Je crois qu'aujourd'hui, la notion de
plein embrassement de la diversité française et doit être complètement assumée. Cette diversité qui nous constitue tous, collectivement et individuellement, il ne faut pas juste en faire le constat, il faut inventer les chemins pour accéder à cette diversité. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire dans ce théâtre dorénavant. Voilà, cette diversité, c'est votre manière à vous de faire résonner dans vos projets, en tout cas, votre intention, cette histoire dont vous héritez, parce que l'ancêtre, effectivement, de Chaillot, c'est le Théâtre national populaire de Firmin Gémier, et notamment aussi de Jean Vilar. Ce courant d'air frais, où est-ce que vous allez le trouver? De quel côté vous allez aller chercher, Rachid Ouramdan? Écoutez, j'aime, en tout cas je m'intéresse beaucoup à des artistes que je nomme des artistes de terrain, des personnes dont la façon de créer part souvent de choses qui débordent le monde de la culture, le monde de l'art, qui se frottent à des sujets de société. D'ailleurs, une de vos concerts, Aurélie Charon, fait partie des personnalités associées, artistes, elle est journaliste bien sûr, mais parce que cette façon d'aller à la rencontre entre autres la concernant avec ses collaboratrices, de la jeunesse dans le monde et de faire des sortes de constats de société au travers de la sensibilité des personnes rencontrées, de faire œuvre à partir de ça, j'ai une attention particulière pour ça. Ces personnes comme ça qui, à partir des matériaux du vivant, de tout ce qui nous entoure, font œuvre et valorisent, célèbrent les gens qu'ils rencontrent. Donc c'est une des multiples façons d'y arriver. Donc voilà, cette diversité, ça va être en allant identifier des œuvres, l'endroit où le chorégraphique va à la rencontre d'autres champs, celui du social, du soin, tout ce qui peut contribuer à rendre cet art chorégraphique encore plus divers. Encore plus divers et peut-être encore plus démocratique, parce que vous êtes dans un lieu où les valeurs humanistes résonnent fort. Diversité, vous l'avez déjà plusieurs fois prononcé, ce mot, et c'est vrai que c'est un peu le mot à la mode. Ça veut parfois tout dire et parfois rien dire. Ça ouvre des champs du possible et puis ça en réduit aussi. Vous avez commencé à évoquer comment vous l'entendez, pratiquement un peu à quoi, à travers les figures des artistes associés, pourrait ressembler votre théâtre des diversités. On va se retourner une fois encore vers l'Opéra de Paris, qui est un peu le temple de la danse classique et qui est aussi en train de mener un travail de réflexion et d'ouverture, peut-être un peu plus tardivement même que Chaillot, où vous arrivez aujourd'hui, Rachid Ouramdan. Un travail de réflexion, d'ouverture, de recrutement aussi peut-être des danseurs différents, pour repenser les représentations. Un rapport a été commandé à l'historien Pape Ndiaye et à Constance Rivière, qui préconise d'abandonner l'idée que l'homogénéité serait un absolu. Ce rapport intervient après un manifeste qui pointait déjà des discriminations. Manifeste initié par Binkedi Emmanuel Ié de l'AROP, l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. On l'écoute. Cette démarche, elle est née dans un contexte très exceptionnel qui était à la fois le contexte du confinement. On a eu beaucoup de temps, l'opéra était en pause, donc pour réfléchir, un temps d'introspection, et puis le contexte effectivement du mouvement Black Lives Matter, dont le rayonnement médiatique a vraiment couvert toute la planète et a poussé de nombreuses institutions et de nouveaux individus à se poser cette question de leur rapport à la diversité, de la question des discriminations. Et forcément, nous, en tant que personnes de couleur, en tant que personnes non blanches, en tant que personnes métisses pour le coup, les danseurs et moi, nous avons tous un parent noir et un parent blanc. Ça n'a rien réveillé parce que ces choses-là sont présentes depuis très longtemps dans nos esprits, dans notre expérience. Et ça fait fusionner des idées. Absolument. En fait, on en a parlé ensemble. On a vraiment eu cette réflexion ensemble, des discussions qu'on avait pour certains jamais eues. Et on s'est dit que peut-être qu'il nous appartenait à nous, en tant que premiers intéressés, de prendre la parole sur ce sujet. Voilà, il y a une histoire de prise de parole parce qu'on a le sentiment qu'on est quand même un peu dans un tabou, voire une exception française sur ce sujet-là. Oui, ou en tout cas peut-être quelque chose qui mérite de continuer d'être digéré. J'entendais Tania de Montaigne dernièrement sur vos ondes et c'est vrai que je me reconnais pas mal dans ses propos. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, c'est des sujets délicats, il faut y faire face et il faut continuer de les nourrir. Quand je parlais de chemin vers la diversité, voilà, les choses sont
constante réflexion. Pour moi, ce qui est important, c'est de prendre pleinement conscience de ce que nous sommes. C'est vrai que souvent, on a tendance à opposer un modèle universaliste à un modèle multiculturaliste. Et j'ai l'impression que se vivre comme pluriel et se vivre en mouvement, en permanence, et de réussir à promouvoir cette conception de qui nous sommes, c'est peut-être une des alternatives, un des biais pour être dans une relation avec moins de tabous, avec plus d'assurance, avec plus de conscience, avec plus d'ouverture. Et voilà, je crois que c'est important de sortir des blocs, c'est important de sortir de la pensée sectaire aujourd'hui. Oui. L'Opéra de Paris, c'est un lieu que vous avez, vous, côtoyé comme danseur, chorégraphe? Non, l'Opéra de Paris, j'ai jamais eu j'ai eu la chance d'être en contact avec des personnes de l'Opéra de Paris, mais voilà, non, dans mon parcours, j'ai jamais eu à développer de collaboration avec eux, avec d'autres opéras, mais qui sait, peut-être un jour. J'ai beaucoup échangé avec l'ancienne directrice, Brigitte Lefebvre, ces dernières années. On s'est croisés lors de débats, mais non, jamais eu l'occasion de vraiment travailler avec eux. Vous y seriez allé, sinon? Oh oui. C'est, vous savez, je peux aussi bien produire au fin fond d'un garage d'une banlieue périphérique d'une grande ville avec des personnes que je rencontre sur le terrain qui ne sont pas toujours des artistes, ou aller me frotter à l'excellence de certains artistes dans ces grandes institutions. Vous savez, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller dans des grandes institutions comme ça, ce qui m'est apparu, parce que souvent on se dit qu'elles sont peut-être avec un héritage très lourd, où la notion d'héritage, de répertoire est très pesant. En réalité, pour moi, ça a toujours été des vrais espaces d'expérimentation. Je pense au Ballet de l'Opéra de Lyon, où voilà, vous avez une multitude d'artistes dans les couloirs qui sont là, qui sont toujours prêts à expérimenter des choses, et vous pouvez changer d'idée très très rapidement parce que vous avez tout ce support autour de vous, alors que quand vous êtes artiste indépendant, plus isolé, dès que vous voulez remodifier des choses, la mise en œuvre est plus importante. Donc oui, non, j'y serais allé avec plaisir, bien sûr. Très grand ballet d'ailleurs, celui de Lyon. Après l'Opéra de Paris, il y a ces deux maisons qui vraiment existent aussi sur le territoire français et qui expérimentent et débattent à leur manière aussi de tous ces sujets aujourd'hui. Je fais un petit retour en arrière avec la voix de l'historien Pascal Horry, que vous connaissez peut-être aussi à l'occasion du 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée au Palais de Chaillot. On l'avait reçu ici autour de la grande table pour évoquer l'histoire de ce lieu et la vocation de ce théâtre populaire en lien donc avec la Déclaration. On l'écoute. Ça correspond quand même à un vieux projet républicain, 1878, donc le premier palais dit du Trocadéro, et dont la structure est là, même en faisant des travaux, on redécouvre la polychromie de l'ancien palais, donc il n'a pas disparu du tout. C'est quand même un projet d'éducation populaire. Il y avait un vrai projet qui allait avec l'installation de la République. Et en 1937, c'est le Front populaire quand même. Et bon, j'ai un peu travaillé là-dessus, je peux confirmer que le Front populaire a gauchi l'orientation, dans tous les sens du mot gauchir, l'orientation de l'Expo de 1937. Il y avait un grand monument à la paix installé sur l'esplanade. Donc il y a quand même une logique derrière tout ça qu'on pourrait qualifier d'humaniste. Après, vous avez la présence de gens comme Jean Vilar, Henri Langlois, faut pas oublier, ça a été un haut lieu de la Cinémathèque. Bon, je crois que entre le patrimoine, certes, mais aussi la création, vous avez un bel équilibre, et le pays qui a en quelque sorte inventé la forme moderne du ministère de la Culture, qui s'appelait Affaires culturelles à partir de 1939, peut être, à mon avis, content d'avoir encore, dans un lieu stratégique, puisque comme on le dit souvent, on n'y va que pour voir la Tour Eiffel, content que ça soit offert sur un plateau aux touristes. Le problème, c'est que la plupart des touristes ignorent que c'est le lieu qui les concerne tous, quel que soit leur pays d'origine, de la Déclaration universelle. Et oui, voilà, Chaillot, c'est le lieu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est aussi 1878, 1937, un lieu d'accueil pour les expositions universelles. Ces mêmes expositions universelles que vous avez, vous, Rachid Ouramdan, critiquées d'une certaine manière, comme vitrine de culture officielle, dans une pièce de 2011, pièce éponyme, Exposition universelle, que vous avez notamment joué en solo à Avignon. Alors là, il va falloir jouer avec cette double histoire, cette double signification du lieu pour vous.
Oui, mais je pense que c'est un beau symbole, cette déclaration universelle des droits de l'homme. C'est d'ailleurs, là on entendait les 70 ans qui ont été célébrés il y a 2 ans maintenant, bientôt 3 ans. C'est une édition, c'est une manifestation à laquelle j'avais pu participer avec un projet qui s'intitulait Franchir la nuit. C'était en échangeant avec l'actuel directeur Didier Deschamps et les collaborateurs du Théâtre de la Ville aussi, parce que c'était une collaboration entre ces 2 théâtres. On avait souhaité mettre en avant un peu la situation des enfants, les droits de l'enfant, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je m'étais engagé dans un travail au long cours dans la ville de Grenoble, où je suis implanté, avec ce qu'on appelle des mineurs isolés. Et dans chacune des villes dans lesquelles j'arrivais, je travaillais avec ces mineurs. Pas tant pour faire un spectacle, mais d'abord vraiment pour changer le quotidien de ces personnes. Et ça, je suis assez convaincu, et c'est ce qu'avec l'art chorégraphique, on essaye de faire à chaque fois, c'est d'essayer de faire œuvre en produisant des spectacles et en transformant la réalité des personnes que l'on rencontre au travers d'ateliers, en les mettant en contact avec d'autres personnes. Et voilà, ça a été un moment fort de vie, je crois, pour ces jeunes, pour moi, pour les lieux qui nous accueillaient, d'être capable de fédérer des préfectures, la protection de l'enfance, des instances sociales et le milieu culturel, et nous inscrire dans cette grande manifestation qui était les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Chaillot. Oui. Moi, je serai roi. Et toi, tu seras ma reine. J'aimerais savoir nager. Comme les dauphins, nagent. Je me rappelle, on était debout devant le mur, et les arbres tiraient au-dessus de nos têtes, et on s'embrassait comme si rien ne pouvait tomber. La honte était de l'autre côté. Rien ne gardera ensemble, rien les chassera, mais on peut les battre, toujours et toujours. Être des héros. Juste pour un jour. Qu'y a-t-il de commun entre votre histoire et ces récits de jeunes migrants isolés d'un foyer de Grenoble que vous évoquiez? On entendait un extrait de cette pièce, Franchir la nuit. Ils sont âgés de 12 à 16 ans, ils étaient originaires du Mali, du Niger, de la République démocratique du Congo. Ces ateliers, à partir desquels vous avez, créé Franchir la nuit, cette pièce d'eau qui avait été présentée à Chaillot en 2018. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre eux et vous? Vous, qui vous a appris à nager, Rachid Oumramdan? Je crois qu'on est toujours un peu rattrapé par son histoire. Et d'ailleurs, souvent, quand j'ai l'occasion de parler de ma pratique, j'aime rappeler que ce qui m'a rendu artiste, c'est l'école de l'art, c'est tout ce que j'ai appris dans le monde de l'art, mais c'est aussi l'école de la vie. Et c'est sûr que mon héritage culturel, le fait de venir d'une famille de parents illettrés, analphabètes, ayant fui la guerre d'Algérie, cette façon très jeune, enfant, d'avoir à composer avec une double culture, une façon de regarder des mêmes sujets, mais de façon multiple, ce que m'enseignait l'école de la République d'un côté, et la façon dont les récits familiaux peut-être me le racontaient d'une autre façon. Je vois bien que voilà, cette façon d'avoir à bâtir des ponts depuis que je suis enfant, entre des milieux, entre des mondes, c'est ce que j'essaye encore de faire aujourd'hui peut-être dans la plupart de mes pièces. Donc quand tout à l'heure je vous parlais d'amener la danse vers d'autres secteurs ou vers d'autres milieux, vers d'autres mondes, je pense que c'est ce qui me constitue intimement, c'est ce qui constitue l'entrée vis-à-vis des pièces que je réalise, et c'est ce qui constitue la façon dont j'accompagne d'autres artistes, dont je pense les établissements culturels, les institutions culturelles que j'ai pu traverser aujourd'hui. Oui. Comme Nasser
Serra Bellaza, qui est une des artistes associées que vous allez inviter à Chaillot, sous votre nouvelle direction, Rachid Ouramdan. Comme elle, vous êtes, vous, donc originaire d'Algérie. Il y a peut-être dans vos parcours quelque chose que l'on peut rapprocher. Vous évoquiez vos parents. On va écouter comment elle parle de la réaction de ses parents à elle, de sa famille, quand elle a fait le choix de danser. Pour n'importe quelle famille, même occidentale ici, quand un enfant annonce à ses parents qu'il veut faire de la danse, c'est pas comme leur annoncer qu'il va être peintre ou écrivain. La danse, on a quand même l'impression que c'est un échec, c'est l'art de la perdition. On ne sait pas si on va en vivre, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est un art sérieux, etc. Donc ça véhicule quand même tout ça. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il se disait, tiens, si ça l'amène à retourner dans son pays, peut-être que cet art n'est pas en train de l'égarer, parce que c'était ça qui faisait peur au fond, c'était l'égarement. Il n'est pas en train de l'égarer, mais au contraire, il est en train de... C'est comme si la boucle se refermait. C'est par sa pratique de la danse qu'elle revient en Algérie. Donc déjà, il y a eu cette décompression. Et ensuite, quand on est arrivé là-bas, et que la presse en a parlé, la télé en a parlé, etc., parce que c'était un événement, l'année de l'Algérie en France, un événement très très important, et qu'ils ont vu, à leur grande surprise, la réaction de la famille qui était au contraire fière, surprise, mais fière de ce parcours. Je me souviens d'un oncle qui me disait, mais voilà, que ça se rapprochait de la philosophie, de la manière dont j'en parlais, plus que de la danse, et qu'il y avait vraiment une fierté. Et à ce moment-là, ça a autorisé mes parents, en fait, à eux-mêmes être fiers de notre propre parcours. Et vous, Rachid Ouramdan, comment vos parents ont réagi? Et peut-être que la question parallèle, c'est pourquoi la danse pour vous? Est-ce que ça a été une fuite ou tout de suite une chambre à vous? Oui, ça... c'est quelque chose qui a... C'est drôle, hein, ça n'a pas du tout été un sujet. C'est même quelque chose que j'ai peu eu l'occasion de partager avec mon père, que j'ai perdu il y a maintenant pas mal d'années, où le moment où être artiste ou vraiment aller dans cette voie, c'était pas encore complètement dessiné. Et puis, non, vous savez, je crois que j'ai eu la chance, mais peut-être par inculture, hein, mais de la part de mon environnement familial. Pour eux, l'art, c'était comme n'importe quel autre métier, en réalité. Ils voyaient ça comme un boulot. C'est une anecdote, hein, pardon, que je raconte parfois un peu, mais je me rappelle une fois avoir proposé à ma mère de venir voir un de mes spectacles quand je me produisais à Genève. Elle me dit, non, je ne vais pas te déranger au travail. Donc voilà, vous voyez le fossé culturel. Mais non, voilà, ça n'a pas été un sujet. Je trouve la question, j'ai jamais eu à me poser trop de questions par rapport à ça. Non. Vous avez amené vos parents, votre mère en tout cas, dans les salles de spectacle. Il y a au cœur de votre projet, et c'était déjà le cas à Grenoble, ça le sera aussi à Paris, l'idée des territoires qui se sentent souvent un peu mis au banc de cette culture-là. C'est ce projet que vous allez continuer à porter. Comment essayer de travailler avec d'autres territoires? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous appelez les territoires? Ça veut dire jusqu'où vous irez? Quel mur vous voulez faire tomber? Ici à Paris, c'est ceux du périph' avant tout? Oui, à Paris, ça peut être ça. Vraiment, c'est en poupée russe. Hein. Je pense que... je crois que j'ai la chance de pouvoir travailler dans vraiment des environnements très différents. Et parfois, il y a des murs symboliques, mais quand on les a un petit peu pratiqués, en fait, ils tombent très très vite. Donc, ça veut dire, si on doit se focaliser sur Paris, Chaillot, c'est un bâtiment, c'est 2 salles de spectacle essentiellement, mais c'est aussi, c'est une architecture qui, je pense, est un endroit à vivre pleinement. C'est des alentours, c'est des extérieurs. Et j'ai l'impression que de toucher des personnes, aller à leur rencontre, c'est d'abord amener la danse à eux. Et dans un premier temps, je pense qu'il va falloir... par les réseaux sociaux, par des gestes dans l'espace public, distiller l'art chorégraphique sur l'ensemble de la colline, déjà toucher les gens qui passent par cette colline, qui
peut-être pour certains, un peu comme ceux qui ont marché des milliers d'années au-dessus de la grotte Chauvet, sans savoir qu'il y avait cette chose là, à côté, en dessous, montrer qu'il s'y passe des choses. Parce que d'ailleurs, c'est assez intéressant, là j'y étais encore ce matin, regarder les pratiques de danse qu'il y a sur le parvis et les personnes qui viennent danser là, à côté de cette grande maison de la danse, et quand parfois vous parlez avec eux, elles ne sont même pas au courant en réalité de cette proximité. Donc voilà, il y a des choses à penser à l'échelle de la colline. Il y a vraiment des programmes assez volontaires, des œuvres itinérantes. Je pense que Chaillot a une responsabilité nationale. Alors c'est bien sûr un lieu qui va faire converger des publics, mais c'est aussi des productions qui vont être pensées en collaboration avec le territoire de la Seine-Saint-Denis, avec le Centre national de la danse, avec des scènes nationales de la ceinture parisienne, avec des jumelages et penser des œuvres qui particulièrement peuvent se rendre dans des lieux où il n'y a pas d'infrastructure pour l'art chorégraphique. Donc ça va être une des façons d'aller d'abord à la rencontre de certains publics et puis ensuite de voir comment ça génère un mouvement où eux ensuite nous rejoignent à Chaillot. Voilà, ce sont des frontières et des murs qu'il faut faire tomber. Et vous dites, une fois qu'on s'y attelle, c'est peut-être pas si compliqué. Des frontières géographiques, des frontières symboliques, vous les avez fait aussi, vous les avez dépassées à travers vos pièces, en faisant notamment travailler ensemble, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Franchir la nuit, des professionnels avec des amateurs. Ouvrir du coup la danse à des milieux, à des publics différents. Il y a une autre de vos pièces qui s'intitule Loin, de 2008, autour de votre père algérien. Vous racontiez son histoire, comment il avait été enrôlé aussi dans la guerre d'Indochine. Je voulais juste m'arrêter pour conclure sur ce mot, loin. Qu'est-ce que ce mot signifie pour vous aujourd'hui, en 2021 ? Qu'est-ce qui vous semble loin à vous, Rachid Ouramdan ? C'était un titre un peu ironique, parce qu'effectivement, c'était loin, 3 petits points. Et c'était une façon de parler de géographie lointaine, celle qui avait occupé une population française, et à l'époque, des personnes qui avaient été engagées dans les guerres coloniales. Et puis, loin aussi dans les souvenirs, dans la mémoire. C'était un projet c'était plus un projet finalement sur différentes formes de mémoire. Tout à l'heure, on parlait de diversité. C'était un projet extrêmement formateur. Je me suis rendu sur place, j'ai rencontré différentes générations de gens qui, au Vietnam, donc l'ex-Indochine, on ne va pas faire encore d'histoire maintenant, mais en tout cas, je suis allé rencontrer plusieurs personnes là-bas. Et c'était troublant, cette façon de voir comment des gens se sentaient d'une certaine appartenance à une certaine culture, avec des traits asiatiques, d'autres d'origine maghrébine, mais toujours avec ce carrefour culturel qu'avait créé, ou en tout cas, ils s'étaient rencontrés autour d'une certaine relation à la France. Je rencontrais d'anciens combattants qui me disaient avoir voulu chasser un envahisseur et pas une culture. Donc voilà, toutes ces nuances, et surtout rencontrer des personnes qui, eux, étaient dans ce pays pour se reconstruire une mémoire, et d'autres au contraire pour oublier. Et ça a été la grande leçon devant une même histoire, la façon dont on se construit de façon radicalement opposée. Voilà, se rapprocher par les mémoires aujourd'hui, il va falloir nous rapprocher par la danse. Vous prenez donc la tête du Théâtre national de la danse de Chaillot, Rachid Ouramdan. Bienvenue, bon courage, on a hâte de découvrir ce que vous y ferez. Vous avez été, vous, artiste associé à Annecy, puis au Théâtre de la Ville. Vous avez co-dirigé pendant 5 ans le Centre chorégraphique de Grenoble, et vous arrivez maintenant à Chaillot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour venir nous en parler. Merci à vous. Merci.